Une des principales inquiétudes des scientifiques du programme Apollo était la dose de radiation reçue par les astronautes pendant le trajet et lors des missions lunaires. Alors dans cet épisode, je ne vais pas revenir sur des éléments importants pour la compréhension qu'on a abordés dans les épisodes principaux sur la médecine dans l'espace. Je vous remets ces épisodes ici et dans la description. Donc pour aller sur la Lune, il faut s'arracher de la protection de l'atmosphère, traverser les ceintures de Van Allen et sortir à la surface de la Lune qui est balayée par les vents solaires. Les différentes mesures effectuées lors des programmes Gemini et les premières missions Apollo étaient plutôt rassurantes. Il est possible de faire de tels voyages dans l'espace sans être exposé à des doses mortelles de radiation ionisante. Mais cela reste des mesures avec des instruments qui enregistrent des radiations présentes sur Terre. Le problème des radiations cosmiques, c'est qu'elles contiennent des particules HZE. Quand on parle de rayonnement sur Terre, on a trois types de rayonnement. Alpha, représenté par des noyaux d'hélium de haute énergie, bêta, composé d'électrons, et le rayonnement gamma, composé de photons. Ces rayonnements, on les connaît et on sait à peu près les doses toxiques qu'il ne faut pas recevoir. Mais ces particules HZ2, on ne les trouve pas, ou très peu sur Terre. Ces particules extrêmement énergétiques n'ont pas les mêmes effets sur les systèmes biologiques. Et ces effets, eh bien, on ne les connaît pas, ou mal, parce qu'on n'arrive pas à les produire avec la technologie disponible à l'époque. On sait seulement que ces particules semblent avoir un effet sur le cerveau dans des expériences où l'on a envoyé des souris et des singes dans des ballons voguant dans des trajectoires suborbitales. La meilleure façon de les étudier reste donc de les observer dans leur milieu naturel, qu'est le vide cosmique. Ce qui inquiète la NASA, c'est les phénomènes de flash lumineux décrits par l'ensemble des astronautes d'Apollo, et donc l'effet Cherenkov produit par ces particules pourrait en être la raison. Elle reste donc prudente, cette NASA, face au premier relevé des doses de radioactivité et va lancer une série d'expériences visant à mieux comprendre l'effet de ces radiations cosmiques HZ2 sur les organismes vivants. Le premier projet sera le projet Biostak, emmené à bord d'Apollo 16 et d'Apollo 17. Il s'agissait d'une boîte dans laquelle était disposée une superposition de couches d'éléments biologiques divers, associés à des détecteurs pour étudier la trajectoire des impacts dans le biostak. L'objectif était ici de pouvoir étudier l'effet des HZ2 sur différents organismes du biostak et aussi de topographer leur trajectoire et de quantifier leur rayonnement. Les organismes sélectionnés pour le biostak étaient donc de trois grandes catégories du vivant. Des organismes monocellulaires, des plantes et des animaux. Ces organismes devaient répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir embarquer à bord des capsules Apollo. Ils devaient être résistants et survivre dans des conditions extrêmes, ou tout du moins rester viables durant tout le déroulement de l'expérience. Ils devaient permettre d'étudier les radiations à différents niveaux, de l'organisation biologique de la cellule à un organisme complet. Ils devaient avoir des sensibilités différentes connues aux radiations, et enfin ils devaient être assez représentatifs de leur genre, pour l'extrapolation des résultats observés. La liste des organismes sélectionnés était donc la suivante. 2 organismes monocellulaires, 2 plantes et 3 sortes d'animaux. Les résultats du biostak ont montré que les spores bactériens et les plantes étaient plutôt résistantes aux particules HZ2. Mais pour les animaux, c'était tout autre chose. Les œufs des différents animaux étaient beaucoup plus sensibles aux particules HZ2 comparés au rayonnement présent sur Terre. Seulement 10% des œufs d'Artemia frappés par des HZ2 d'oxygène se sont développés, alors que dans le même temps, c'est plus de 90% sur Terre et 45% chez les œufs non frappés par les HZ2. Des constatations similaires ont été faites sur les autres types d'œufs. La conclusion des scientifiques de la NASA était donc que ces rayonnements peuvent potentiellement avoir des effets délétères sur des cellules qui ne se régénèrent pas, et donc particulièrement les cellules du système nerveux. C'est là que va naître le projet BioCore, encore appelé le Pocket Mouse Experiment. L'objectif était donc clair, étudier l'effet des HZ2 sur le cerveau. Il est impossible, vous en doutez, d'aller regarder directement le cerveau des astronautes. On est dans les années 70, le scanner est à peine au stade expérimental et l'IRM en est assez balbutiement. Donc c'est tout naturellement qu'un modèle animal s'est imposé pour ce projet. Pour ce genre d'expérience, il faut sélectionner un animal dont le cerveau présente une bonne similarité structurelle avec l'homme, présente des caractéristiques physiologiques qui lui permettent aussi de survivre à un tel voyage et qui ne prennent pas les 3/4 du module. C'est donc la Pocket Mice du désert californien qui sera sélectionnée pour embarquer à bord de la mission Apollo 17. Afin de pouvoir étudier les trajectoires d'entrée des HZ2 et aussi de déterminer leur nature, il fallait positionner le capteur physique au plus proche du cerveau de la souris.
Le détecteur était composé de 4 couches de plastique disposées sur une plateforme en élastomère directement déposée au contact du crâne de la souris. Les 5 souris étaient disposées dans une cage dont les ressources de nourriture étaient suffisantes pour toute la durée du vol, estimée pour un maximum de 13 jours. Bon, quand on voit la gueule de la cage, fallait pas être une souris claustro, quoi. Alors l'avantage de ces souris, c'est qu'elles ne boivent pas. Grâce à leur physiologie rénale, en fait elles tirent l'eau uniquement des aliments qu'elles ingèrent. C'est le gradient cortico-papillaire dans une des vidéos qu'on a faites pour les étudiants en médecine. La forme de la cage est donc pensée pour limiter les efforts de la souris pour se nourrir dans l'espace en apesanteur. Bon, un certain nombre de calibrations ont été effectuées avant d'envoyer les 5 souris, notamment sur le poids optimal de la souris à embarquer, la gestion de la chaleur, de la pression et de l'humidité. Les mesures de température d'ailleurs à proximité de la cage étaient plutôt bonnes pendant la mission. Les astrosouris prennent place dans leur cage spatiale le 2 décembre 1972 et la mission Apollo 17 s'envole le 7 avec à bord du module de commande non pas 3 mais 8 astronautes, 3 hommes et 5 souris. Le 19 décembre, date de l'amérissage de la mission, 4 des 5 souris ont survécu au voyage spatial. A3352 n'a pas survécu. L'analyse des 5 têtes de souris ont pu retrouver 81 packs de particules HZ2. Les trajectoires ont été soigneusement tracées sur des cerveaux de souris contrôle afin de localiser les zones potentielles que ces particules ont traversées. L'analyse des différents autres organes des souris n'a pas retrouvé de lésions particulièrement significatives. Par contre, l'ensemble des souris présentait de graves lésions de leur appareil olfactif, l'organe de l'odorat. Cet organe est à proximité du cerveau. Et l'analyse précise des trajectoires des rayons et leur intensité ne permettait pas de relier directement les lésions observées à une toxicité directe des particules HZ2. Cependant, les souris utilisées lors des vols tests dans les mêmes conditions ne présentaient pas ces lésions. Le vol spatial jouait donc certainement un rôle. Les hémorragies de l'oreille moyenne retrouvées chez les souris étaient aussi, elles, attribuées aux conditions de vol et probablement dues aux variations de pression, car un certain nombre de souris contrôle ne présentaient pas les mêmes lésions. Mais comme vous le savez peut-être, absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Les astronautes Apollo ont quasiment tous souffert de cataracte précoce après avoir tous observé ces fameux flashs lumineux. En 2016, une étude publiée dans le journal Scientific Report a montré que les astronautes du programme Apollo ayant été sur la Lune avaient un risque cardiovasculaire plus élevé que les astronautes qui restaient en orbite basse, probablement du fait d'un effet délétère à long terme des rayonnements sur les cellules de leur vaisseau sanguin. Finalement, ce sont bien les astronautes eux-mêmes qui nous auront apporté les informations les plus cruciales sur la sécurité des voyages spatiaux. Alors, ces 5 valeureuses souris, ayant bravé le vide spatial pour la science, n'auront pas servi à rien. Sacrifiées sur l'autel de la science, recluses dans leur cage minuscule, elles auront goûté sans le savoir à un privilège que peu d'humains auront dans leur vie. Voyager à travers l'espace à la découverte de nos rêves. À bientôt pour une autre histoire de médecine spatiale. Keep on living, keep on walking.